Salut tout le monde, bonsoir tout le monde, ici Cacahuète et Zou. Il y a aussi Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters et Tolkien. Nous sommes tous là dans ce magnifique jeudi 5 juin 2025. Il est déjà 23h31. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce soir un film incroyable, une biopic. Un film dont j'avais entendu parler, qui avait eu un certain succès, mais je savais pas. Je me doutais que le film allait être bien, mais j'ai trouvé ça vraiment le film incroyable. Il s'agit tout simplement de Bohemian Rhapsody. Alors je sais pas si je prononce mal. Alors c'est l'édition DVD, mais je pense que c'est sorti aussi en Blu-ray, Blu-ray 4K et plein d'autres supports en steelbook probablement. Est-ce que c'est pertinent en 4K? Je suis pas sûr parce que bon, c'est pas un film avec des effets spéciaux de science-fiction donc ou d'action, mais ça peut être intéressant en DVD ou en Blu-ray, je pense. Euh, je commence à avoir trop de moustaches à gêne. Alors, de quoi ça parle, Bohemian Rhapsody? Alors, on est sur une biopic tirée de l'histoire du groupe Queen, un groupe emblématique et légendaire, mais aussi beaucoup sur l'histoire et le passé de Freddie Mercury, donc le chanteur emblématique du groupe Queen. Évidemment, donc c'est un nom dont vous avez peut-être déjà dû entendre parler une fois, et même si vous ne connaissez pas forcément qui était Freddie Mercury et qui est le groupe Queen, vous avez forcément entendu au moins une fois dans votre vie l'une des chansons les plus emblématiques du groupe, si ne serait-ce que Will We Rock You, We Are the Champions, ou plein d'autres, et même la BO de la oui, Bohemian Rhapsody, ou même la BO de la série télévisée Highlander, c'est Queen aussi. Queen est partout. Queen est, c'est les rois, c'est les reines. Bref, alors on est quand même, il faut le préciser, on est sur une biopic romancée, donc comme le précise Wikipédia, il peut y avoir certains faits ou certains événements qui ont pu être un petit peu arrangés pour les besoins du film, mais sinon ils ont essayé quand même de retranscrire quand même l'émotion sur le parcours de la vie de Freddie Mercury qui était associé au groupe Queen. Au niveau de l'histoire, on commence lorsque Freddie Mercury, donc ne s'appelait pas comme ça, mais de son nom d'origine, il était comme les futurs membres du groupe, parce que le groupe existait déjà, mais pour l'instant, ils étaient seulement au nombre de 3. Il n'y avait pas encore la rencontre de Freddie Mercury. 3 ou 4 parce qu'il y en avait un qui venait de partir. Bon, bref, donc le groupe existait déjà, mais il n'y avait pas encore Freddie Mercury et il ne s'appelait pas Queen. C'était un nom avec un rapport avec le sourire, je crois, Smile quelque chose. Bon. Je suis pas un expert, mais il le mentionne dans le film lorsqu'il rencontre Freddie Mercury. Bref, donc lui, il était, je sais pas si on appelle ça bagagiste, donc s'occupait des bagages dans les aéroports, donc au niveau des avions. Et eux, ils avaient chacun un boulot à côté, puisque c'était leur passion, la musique, mais ils n'étaient pas en capacité de vivre de ça. Et c'était un groupe qui se cherchait un petit peu, qui avait quelques difficultés, qui faisait des petits concerts dans des bars, des choses comme ça. Et au moment où le futur Freddie Mercury, donc il n'avait pas encore choisi ce nom-là, il allait à leur rencontre. À ce moment-là, ils venaient de perdre leur chanteur. Et du coup, bon, c'est vrai que au début, ils étaient un petit peu mitigés, donc pour embaucher le futur chanteur. Mais lorsqu'il leur a fait une démonstration de ses talents de voix, de chanson, ils ont été tout de suite impressionnés et le groupe s'est rapidement formé. Après, de fil en aiguille, de petit concert en petit concert, le groupe a démarré un certain succès. Et à un moment donné, venait la question de franchir un cap. Donc dans les films, on le voit le moment où ils vont finalement créer leur premier album. Alors qu'évidemment, c'était pas facile puisqu'ils avaient quasiment zéro budget. Donc ils sacrifient donc leurs vannes et leurs économies pour leur premier album. Et c'est là qu'ils vont pouvoir faire la rencontre de leur futur manager, où ils vont pouvoir commencer un début de carrière. Évidemment, ils vont avoir du coup un petit peu plus d'espace, des locaux qui s'apparentent à une ferme, et la capacité de pouvoir travailler avec un petit peu de matériel et pouvoir donner un peu libre cours à leur créativité.
Seulement, le problème viendra du moment fatidique où il va y avoir le fameux album qui contient Bohemian Rhapsody. Évidemment, c'est un nouveau style avec une chanson qui contient, qui dure 6 minutes. Évidemment, ce type de chanson n'était pas forcément au niveau de la durée populaire pour les émissions de radio. Du coup, leur manager va essayer de mettre la pression et d'imposer une autre chanson plutôt que Bohemian Rhapsody. Sauf que le groupe va dire que c'est non, qu'il rate la chance de sa vie. Et effectivement, le manager, il ne le sait pas encore à ce moment-là, mais il rate effectivement la chance de sa vie en se brouillant définitivement avec Queen. Et finalement, le groupe donc va continuer son petit bonhomme de chemin avec un petit côté un peu provoque, rebelle et surtout le côté électron libre où ils n'ont pas un style défini en particulier, mais plutôt une passion commune et voilà, ils ont des talents incroyables qui se conjuguent et qui s'assemblent et du coup, ils vont enchaîner les albums et les chansons les plus incroyables et inspirées du moment jusqu'à devenir des icônes de la culture musicale, jusqu'à être vraiment un groupe royal, donc un groupe qui porte le nom de Queen, tout simplement. Évidemment, en parallèle, on va voir évidemment ce qui se passe aussi autour de la vie privée de Freddie Mercury, notamment avec sa première femme, la femme de sa vie, qui sera là tout au long de sa vie, mais à un moment donné, il va être partagé entre l'amour inconditionnel qu'il porte pour cette femme et aussi pour le fait qu'il ressent des désirs pour plutôt la jante masculine. Et du coup, ça va créer évidemment un peu de friction et des conflits. Ce qui fait que également il va faire certains choix qui ne seront pas forcément les meilleurs choix, quitte à se fâcher pour un petit moment avec ses meilleurs amis, donc les 3 autres membres du groupe Queen, jusqu'à finalement se rendre compte des erreurs qu'il a fait. Et il va finalement donc retrouver donc ses amis qui étaient pour lui en fait à la réalité sa vraie famille, donc les autres membres du groupe Queen, où il va présenter ses excuses et ils vont se reformer et se préparer pour un concert incroyable, un concert des plus incroyables de tous les temps, le fameux concert Live Aid, où il y aura les plus grandes têtes d'affiche du moment, les Beatles, John les... mince. Non, pas les Beatles. Si, il me semble, sont mentionnés les Beatles. Non, non. Les Who. Les Who, il y a les Who. Les Beatles, je crois qu'ils étaient mentionnés de base. Ouais, c'était déjà. Lennon était déjà mort. Il y avait Phil Collins, en tout cas, sûr. Mais il y en avait beaucoup d'autres plus emblématiques. Elton John. Elton John, David Bowie. David Bowie, ouais. Après, on va retrouver ça sur Wikipédia, après, on va vérifier. Bref, finalement, le groupe se reforme. Ah, et puis la caméra se déforme. Hop, maintenant j'ai compris l'astuce. Ça a fait un peu casser les noisettes OBS Studio. Donc voilà. OBS Studio parfois est allergique à la marque Elgato, je sais pas pourquoi, de ma caméra. Bref. Du coup, on se laisse pas décontenancer par la caméra, le show continue, the show must go on, et voilà, petite référence, tant qu'on y est, on en profite, c'est gratuit. Bref, donc, voilà, c'est à ce moment-là également, lorsque ce concert va arriver, que Freddie Mercury sait que maintenant, il ne doit plus rien cacher à sa famille, et il va annoncer aux autres membres du groupe qu'il est atteint du sida. Et c'est là que vraiment, ça faisait très longtemps qu'un film à la télévision ou au cinéma ne m'avait pas fait pleurer. Mais c'est là que moi j'ai... Si, bah si. J'ai droit d'avoir des émotions. C'est là que moi j'ai versé déjà les premières larmes parce que j'ai trouvé ce moment d'émotion tellement incroyable. Entre la sincérité qu'on voyait dans le jeu des acteurs, entre Freddie Mercury qui leur annonçait ça et les autres membres du groupe qui n'ont jamais jugé, qui l'ont toujours accepté tel qu'il était et qui sont tout de suite avec les larmes aux yeux qui sont allés tous le prendre dans leurs bras. J'ai trouvé ça incroyable ce moment d'émotion
Puis après, il y a la fameuse scène où Freddie Mercury présente son petit copain à sa famille, à la famille avec qui il avait eu malheureusement qui avait eu des difficultés à faire accepter son côté extraverti et moins traditionnel, moins traditionnaliste. Et finalement, on voit à ce moment-là que son père non seulement il l'a accepté, mais en plus on voit la fierté dans les yeux de son père. Et j'ai trouvé ce moment en famille incroyable aussi. Et là, pareil, j'avais des larmes aux yeux. Et puis après vient le fameux concert Live Aid. Alors évidemment, on voit pas dans le DVD tout le concert, on voit que la partie qui concerne Queen. Mais j'ai trouvé ce moment incroyable, notamment toutes les chansons qu'ils ont interprétées qui étaient incroyables. Mais déjà les deux premières chansons, elles m'ont mis les larmes aux yeux, mais vraiment, quand ils chantent Mama, la chanson Mama, là, j'arrive pas à le dire, mais voilà, on a l'impression, en fait, c'est une chanson qu'ils avaient déjà composée bien avant, mais le moment de ressortir cette chanson-là, alors que juste peu de temps avant, il annonçait qu'il avait le sida et qui avait aucun soin existant à cette époque-là à ses amis. Donc à ce moment-là, le fait de sortir cette chanson à ce moment-là, on sent en fait que quelque part ils ont essayé de tout en gardant le secret, mais de dire que voilà qu'il disait au monde qu'il allait partir, que son temps était compté, qu'il le savait. Et j'ai trouvé ce moment tellement riche en émotions, tellement incroyable. Et finalement, le DVD s'arrête juste après le concert, quoi. Et du coup, En même temps, ça commence sur le concert. oui, oui, du coup, on voit les premières images du fameux concert au début du DVD, puis après, on a le retour en arrière où on découvre comment on en est arrivé là, et on retrouve donc Freddie Mercury lorsqu'il était à la fois jeune étudiant et travailleur donc dans une compagnie aéroport. Et avec sa rencontre, et puis voilà, la caméra qui repart en vrille. Un autre streamer, un autre youtubeur aurait certainement fait des cuts à ce moment-là, mais évidemment je fais rien comme tout le monde. Et j'ai décidé que rien n'arrêtera le show, the show must go on. Donc même si la caméra est, que ce soit Elgato ou OBS Studio, même si ils ont décidé de me détruire ce Parlons DVD, je ne m'arrêterai pas, le show continuera jusqu'au bout. Donc voilà. Donc on est entre le fait qu'on retrouve Freddie Mercury tout seul et qui fait la rencontre du groupe qui deviendra Queen et jusqu'à tout ce qu'ils ont traversé ensemble et lui également séparément des deux côtés jusqu'à arriver à ce fameux concert Live Aid. Donc le DVD retrace tout ce parcours-là et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Alors évidemment, tout le monde n'est pas forcément fan amateur de musique ou de biopic, mais voilà, franchement, si vous aimez un petit peu la musique et que vous êtes pas contre les biopics, franchement, le DVD, le film est incroyable. Il faut vraiment le voir au moins une fois dans la vie. Et je suis vraiment très content qu'on l'ait dans la collection. On va lire vite fait le synopsis qui est au dos. Alors, tout simplement Royal, citation des Rolling Stones. Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a brisé les conventions et révolutionné la musique. De son succès fulgurant et ses excès jusqu'à son retour triomphal sur scène, lors du concert Live Aid, découvrez la vie exceptionnelle d'un homme qui continue d'inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. Véritable phénomène de cinéma, Bohemian Rhapsody s'impose comme le biopic musical de référence. Le projet initié par les deux membres restants de Queen, Brian May et Roger Taylor, est une réussite de tous les instants, grâce notamment à la performance épatante de Rami Malek et Freddie Mercury, et à l'omniprésence de la musique de ce groupe mythique. Un voyage fascinant et émouvant au cœur du mythe Queen. Citation de RTL. Bonus, le concert Live Aid du film dans son intégralité. Ah, il va falloir qu'on remette le DVD dans le lecteur de la PlayStation 5. En bonus, il y a tout le concert Live Aid. Il y a tout un concert. Ouais, il y a tout le concert Live Aid. Il est dans le DVD en fait. Il va falloir vraiment que je... Parce que j'ai la mauvaise habitude de zapper la partie bonus des DVD. Mais
Mais oui, mais je suis tellement impatient de vous dire mon avis du DVD, de ce que j'en ai pensé, que du coup je squeeze un peu la partie bonus, mais en fait non, là ça vaut vraiment le coup puisqu'il y a tout le concert Live Aid. Donc je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Le DVD, on le remettra un peu plus tard et on va se l'écouter, il n'y a pas de problème. On avait Allez. pas le temps de le faire. Hein. Ouais, parce que sinon le parlant DVD il était pas à 23h45, il était à minuit 1h, parce que là il est déjà 23h45. Hein. Allez, c'est parti, on va regarder maintenant les informations sur Wikipédia. Let's go! Alors, on va commencer rapidement par la fiche Queen. Alors, je vais pas lire toute la fiche Queen parce que sinon, on n'a pas fini. On va déjà faire la petite présentation du groupe. Qui est Queen? Queen est un groupe de rock britannique originaire de Londres, en Angleterre. Il est formé en 1970 par Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor, ces deux derniers étant issus du groupe Smile. L'année suivante, le bassiste John Deacon vient compléter la formation. Les 4 membres de Queen sont tous des auteurs-compositeurs, chacun apportant une touche unique à l'identité musicale du groupe. C'est pour ça que lorsqu'on le voit rejoindre Smile, en fait, ils étaient que deux. Parce qu'il y avait un chanteur, mais qui venait de partir. John, il arrivait après. Grâce à son succès et à son influence, Queen est considéré comme étant l'un des plus grands groupes de rock britanniques de l'histoire. La formation a vendu plus de 300 millions d'albums à l'échelle internationale en 2009, dont 32,5 millions aux États-Unis. Queen est aussi l'un des pionniers du clip vidéo ayant exploité ce mode de communication dès 1975. En 91, le groupe fait face à la mort prématurée de Freddie Mercury atteint du sida, chanteur et icône de la formation. Malgré cela, Queen continue d'exister via différents projets et collaborations et a conservé une popularité ainsi que de très nombreux admirateurs inconditionnels dans le monde entier. Bon, après, il y a plein de paragraphes sur les origines, etc. Donc on va accélérer un petit peu. Il y avait aussi quelque chose d'intéressant. On va juste il faut que je descende un petit peu. Donc il y a la postérité, cinéma et télévision. Membres, album studio, donc il y a les albums studio de 73 à 95, ça commence par Queen et ça finit par Made in Heaven, après ça poursuit avec Queen plus Paul Rodgers en 2008. Après, ce qui est intéressant, il y a aussi cette partie-là, record de classement et volume de vente. Ils ont fait un tableau, et dans le tableau il y a Queen, Beatles, Elvis Presley, U2, enfin il y a un tableau et c'est par temps de record. Et en fait Queen est tout en haut. On a Michael Jackson avec 966 semaines, donc 18,6 ans. Ensuite Elton John, 19 ans. David Bowie, 19 ans et 19,3 ans. Madonna, 19,8 ans. Simon & Garfunkel, 21,4 ans. Dire Straits, 21,8 ans. U2, 22,1 ans. Elvis Presley, 24,6 ans. The Beatles, 24,8 ans. Et encore au-dessus, Queen, 27,3 ans en temps passé dans les classements. C'est incroyable. C'est voilà, je tenais à souligner ce passage-là. Bon, après, il y a plein d'informations sur Queen. Maintenant, on passe directement à la fiche de Bohemian Rhapsody. Film biographique britannico-américain réalisé par Bryan Singer. Je crois qu'il a également fait des films de type X-Men, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est un nom qu'on voit souvent dans l'univers des films geeks. Bryan Singer ou Singer. Puis par Dexter Fletcher après le renvoi de ce premier, sorti en 2018. Il s'agit du portrait romancé et parfois inexact du chanteur de rock britannique Freddie Mercury et de son groupe Queen. Il revient ainsi sur le parcours du groupe de sa formation en 1970 jusqu'à son apparition au concert Live Aid en 1985. Le film remporte un énorme succès international avec plus de 910 millions de dollars de recettes mondiales. Avec la ressortie de 2020, il devient le film biographique musical le plus rentable de l'histoire et le troisième plus gros succès de la 20th Century Fox. Il reçoit également des retours critiques globalement positifs. Il est nommé 7 fois à la 72e cérémonie des British Academy Film Awards, remportant 2 prix et 5 fois à la 91e cérémonie des Oscars, où il se voit attribuer 4 statuettes. Rami Malek, l'interprète de Freddie Mercury, remporte des prix prestigieux comme l'Oscar du meilleur acteur, le Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, le British Academy du Film Award du meilleur acteur, l'Australian Academy of Cinema Award du meilleur acteur, je suis bugué. Le Screen Actor Guild Award du meilleur acteur ou encore le Satellite Award du meilleur acteur dans une comédie ou film musical.
Bon, après, on a le synopsis, donc ça, bon, on a fait un peu le tour. Euh, Après, petites autres informations complémentaires. Donc, à la réalisation. Donc, réalisation, voilà, Bryan Singer, avec la participation non créditée de Dexter Fletcher, qui ayant remplacé Singer après son renvoi. Bon. Ou ayant été remplacé par Singer. J'ai pas bien compris cette partie-là. Alors, genre biopic, ben oui, forcément. Biopic musical plutôt, pour être. Durée 134 minutes, donc plus de 2 heures. Date de sortie au Royaume-Uni le 23 octobre 2018 en avant-première mondiale dans le SSE Arena de Wembley à Londres, puis après le 24 octobre 2018 en sortie nationale, en France le 31 octobre 2018, aux États-Unis et au Canada le 2 novembre 2018, classifié Peggy 13 aux États-Unis et tout public en France. Moi je vois rien de choquant, de gênant, franchement le film est incroyable du début jusqu'à la fin. Casting, donc Rami Malek qui joue Farouk Bulsara qui est devenu après Freddie Mercury. Lucy Boynton qui joue Mary Austin, la compagne de longue date de Freddie Mercury. Gwendolyn Lee qui joue Brian May. Ben Hardy qui joue Roger Taylor. Joe Mazzello qui joue John Deacon. Puis après, bon, c'est tous les autres personnages secondaires. Donc il y a Alan Leach, Aaron McCusker, Aidan Gillen, Tom Hollander. Tom Hollander? Il jouait qui? Ah, il jouait le second manager, d'accord, je l'avais pas reconnu. Mike Myers. Ah ouais! C'était Mike Myers qui jouait le premier producteur, d'ailleurs, de Queen chez EMI. D'ailleurs, pour la petite anecdote. Ah, je. D'ailleurs, c'est lui, dans One Sword, qui a imposé la chanson de Queen. Ouais, ben voilà, je sais pas si vous entendez bien Zou parce qu'elle est pas dans la même pièce, mais oui, parce qu'elle a reconnu une scène qu'elle a vue elle dans Wayne's World. Moi j'ai toujours pas vu les films Wayne's World. Mais oui, mais elle a reconnu un passage, et effectivement, parce que Mike Myers est le même acteur qu'il y avait dans Wayne's World et aussi qui jouait dans Bohemian Rhapsody. Et le truc, c'est que c'est la chanson de Bohemian Rhapsody qui est dans One's World, Mm. et que ce que Mike Myers dans le film refuse. Ah oui, bah, En avant. c'est de l'ironie à fond, l'ironie, parce que oui, dans le film, il refuse la chanson Bohemian Rhapsody. De le mettre en avant alors qu'elle est mise en avant dans le film Wayne's World. Après, bon, moi, c'est ce que. Alors que c'est Max Meyer, Mm. dans Wayne's World, Ouais. il l'a imposé parce que les producteurs, scénaristes et tout ça ne voulaient pas de cette chanson-là. Mm. C'est lui qui a imposé cette chanson-là dans le film. Comme quoi, donc, au niveau des décibels, voilà. Les décibels, j'en ai pas assez, alors j'ai plus de son, on n'entend rien, et puis là, je monte les décibels, et puis là, je pars dans le rouge. J'ai vraiment un problème avec OBS Studio, au secours. Bref, donc il va falloir vraiment que je trouve quelque chose, parce que je suis plus enjoué que d'habitude, et d'habitude je suis plus monocorde, nanana. Alors que là je suis vraiment à fond dans le moment, dans l'émotion, dans le ressenti du film. Aussi, tant qu'à souligner l'ironie, à un moment donné, pendant le concert Live Aid, on voit la caméra du film qui nous montre le manager qui avait refusé Bohemian Rhapsody et qui est tout seul, tout triste dans son coin, dans son petit bureau, et on se voit l'ironie, quoi. Il a refusé Bohemian Rhapsody. Il est passé à côté de Queen et il se retrouve dans son petit bureau sans presque de lumière, alors que Queen est à la lumière au grand jour avec le public qui reprend et qui scande la musique. C'est tellement ironique, tellement incroyable. Moi, ce passage-là m'a fait sourire, quoi. J'avais le smile pour en revenir au nom du premier groupe de Queen. Donc voilà, j'aime bien. Allez, on reprend Wikipédia, c'est parti. Alors, il y avait également Ice Batty, Meneka Das, Priya Blackburn, Neil Fox Roberts, Dermo Murphy, Dickie Beau, Philip Andrew, Matthew Houston, Jack Ross, Michelle Duncan, Jess Radomska, Max Bennett, George Léon Martinez, Adam Lambert, je veux dire, Tim Plester, Kieran Hardcastle, Ross Green, Martin Olbermann, Yann Gabriel Dum, Matt Greenwood, Brian May. Ah, il faisait un caméo, Brian May. Il faisait un spectateur à Top of the Top Pops.
Luke Deacon, fils de John Deacon, un spectateur qui fait un clin d'œil à Freddie Mercury, et Marc Martel, chant additionnel non crédité. Après, on a les paragraphes sur la production, jeunesse et développement. On va pas tout lire, sinon ça va faire, sinon je vais vous embêter pendant des heures. Deuxième projet avec Dexter et Fletcher, Ben Whishaw. Troisième tentative, le projet se concrétise. Donc en fait, ils ont galéré un peu à réaliser le film, mais ils sont arrivés. Il y a eu le renvoi de Bryan Singer. Apparemment, oui, il y a eu beaucoup de soucis. Tournage, post-production. À l'origine, la séquence du Live Aid durait 20 minutes, ce qui correspondait au temps de scène qu'avait Queen lors du vrai concert. Durant ce temps, le groupe avait interprété 6 chansons: Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing, Cold Love, We Will Rock You et We Are the Champion. Jugée trop longue par la production, la séquence fut raccourcie d'une dizaine de minutes. De ce fait, dans le film, Queen n'interprète que 4 chansons. Radio Gaga et Hammer to Fall sont tous les deux réduites d'un couplet, tandis que les 2 suivantes ont été supprimées. La séquence est cependant disponible en intégralité sur les éditions vidéo. Ah oui, donc sur les éditions vidéo. Donc nous, sur le DVD, on avait la séquence en entier. Par contre, au cinéma, eh bien, c'était réduit, c'était Squeak. Bah du coup l'édition DVD elle est cool quoi. Du coup je vais cliquer sur Live Aid parce que on avait un doute tout à l'heure sur les participants, donc on va voir vite fait avec Zou. On se posait la question. Alors Live Aid, donc double concert donné conjointement à Londres et à Philadelphie le 13 juillet 85 par des artistes majoritairement américains et britanniques, organisés par Bob Geldof. Je me rappelle pas de ce concert, j'avais que 4 ans. Oui, et moi j'avais 2 ans. Et Midge Ure, donc j'avais pas pu y aller. Dans le but de lever des fonds pour soulager la famine éthiopienne en cours lors de cette année-là, l'événement a permis d'amasser la somme de 127 millions de dollars, se rassemblant des artistes comme Queen, U2, David Bowie, Led Zeppelin, Dire Straits, The Who, Paul McCartney, Elton John, Wham, Phil Collins, Sting, Madonna, Status Quo, Tina Turner, Mick Jagger, Hall & Oates, Eric Clapton, Neil Young, Santana, Nice Roger, The Beach Boys, Duran Duran, David Gilmour, Black Sabbath, Bob Dylan ou encore The Four Tops, des groupes comme Eurythmics ou Tears of the Fear qui auraient normalement dû y participer, n'ont pas pu finalement pour divers motifs, bon, etc. Bon, après, je vais pas non plus rester des heures sur la fiche Live Aid, mais voilà, donc ça devait être un concert d'anthologie. Franchement, si j'avais pu y être et profiter de la musique, ça devait être incroyable. Ensuite, bon, la musique. John Ottman, fidèle collaborateur de Bryan Singer, compose la musique du film. La bande originale officielle contenant plusieurs titres du groupe Queen et des enregistrements inédits, donc 5 chansons venant du concert de 21 minutes Live Aid en juillet 85, qui n'était jamais paru en CD audio. Ah, donc c'est pas mal. Du coup, ça vaut peut-être le coup de trouver la BO. L'album du film sort chez Virgin Universal, je sais plus parler. Virgin Universal, oui c'est ça, c'est moi qui bug. Hollywood Records en CD, téléchargement et cassette le 19 octobre 2018. Une version en vinyle est prévue en février ou en mars 2019. Fin 2019, le chiffre de vente de la bande originale dépasse les 4 millions d'exemplaires dans le monde. La BO remporte l'American Music Award, The Four Tops Soundtrack 2019. Bon, après ça parle des avant-premières, critiques. On va regarder rapidement les notes parce que le paragraphe est vraiment trop long. Metacritic 49 sur 100, Rotten Tomatoes 61%, Allociné 3 sur 5, Télérama 3 sur 5, le Journal du Dimanche 3 sur 5, Les Inrecuptibles 1 sur 5. Je suis déçu, je croyais qu'ils avaient plus de goût que ça, les Inrecuptibles. Bref, après, box office, plan international, plein d'informations en Europe, DVD et Blu-ray aux États-Unis. Le film est édité en DVD Blu-ray en zone 1, oui, non, logique. Le 17 février et en France en zone 2, le 31 mars 2019. Il est édité et distribué par la 20th Century Fox. Voilà, après ça parle des récompenses, des nominations. Analyse.
Différence avec la réalité historique, ça c'est pertinent, on va regarder. Il y a un certain nombre d'arrangements avec la réalité historique de l'histoire de Freddie Mercury et de son groupe. En effet, l'action du film se déroulant entre les années 70 et 85, des événements aussi bien antérieurs qu'ultérieurs à cette période ont été retranscrits pour mieux comprendre l'histoire du chanteur de Queen, comme son emploi de bagagiste à l'aéroport de Heathrow, sa rencontre avec Mary Austin et les membres du groupe Smile, ou encore à la révélation de sa maladie liée au sida. Freddie Mercury habite toujours chez ses parents en 70 dans le film, alors qu'en réalité il avait quitté la maison familiale pour s'installer dans un petit appartement alloué à Kensington au printemps 66 à la suite de son admission au Erling Art College de Londres. Dans le film, Freddie Mercury ne connaît pas encore les membres du groupe Smile lorsqu'il se propose de remplacer Tim Staffel à la suite du départ de ce dernier. En réalité, Freddie Mercury les connaissait déjà car il a rencontré Staffel en 65 durant leur étude d'art et graphisme. Par la suite, Tim Staffel l'a présenté à Brian May et Roger Taylor. De même, Freddie Mercury a participé à plusieurs concerts du groupe en tant que pianiste en remplacement de l'organiste Chris Smith, qui sera finalement remercié. Aussi, quand il a décidé de quitter Smile en 70, Tim Staffel a lui-même proposé à Freddie Mercury de le remplacer comme chanteur du groupe. Dans le film, Freddie Mercury affirme à Brian May et Roger Taylor qu'il écrit des chansons juste pour rigoler, ce qui tendrait à prouver qu'il n'a aucune expérience dans ce domaine. Or, avant de former Queen, Mercury avait participé à d'autres formations, à commencer par The Hectics en 58 durant son pensionnat, puis Ibex qui sera rebaptisé Wreckage et Sour Milk Sea entre août 69 et mars 70, mais il a toujours eu une préférence pour Smile. Freddie Mercury a bien rencontré Mary Austin dans la boutique Biba où la jeune femme travaillait, mais en 69 et non après un concert de Smile en 70. À l'époque, Mary sortait avec Brian May, mais leur relation n'étant pas sérieuse, Freddie Mercury avait décidé de l'inviter à prendre un verre. John Deacon, ça fait penser beaucoup à Deacon, le personnage de Fallout 4. Je sais pas si c'est un clin d'œil. John Deacon n'a pas rejoint la formation qui s'appelle encore Smile dans le film, presque en même temps que Freddie Mercury en 70, mais un an plus tard, alors que le groupe avait déjà testé 3 bassistes, Mike Gross, Barry Mitchell et Doug Boogie. Ce n'est pas lors de son premier concert avec Smile que Freddie Mercury a trouvé son gimmick, comme il a dit lui-même, en déboîtant le pied de son micro, pour finalement l'arracher, mais lors d'un concert du Wreckage à la Wade Deacon Grammar School for Girls de Witness en novembre 69, selon les dires de Mike Bersin, ex-membre du groupe Wreckage. Queen n'a pas enregistré son premier album en 71 comme dans le film, mais 2 ans plus tard. De plus, Freddie Mercury rebaptise le groupe Queen après l'enregistrement de cet album, alors qu'il avait changé le nom bien avant à la suite du départ de Tim Staffel. La chanson Seven Sea of Rye, que le groupe enregistre en studio pour son premier album dans le film, est en fait la version du second album Queen 2, la première n'étant qu'un prototype instrumental. De plus, le film laisse croire que le groupe ne sort qu'un album avant de travailler sur A Night at the Opera. En vérité, le groupe en avait sorti 3 dont le succès fut croissant. Si le premier fut modeste, le second fut classé dans le top 5 du Royaume-Uni. C'est cependant le 3e Sheer Earth Attack qui lança véritablement la carrière du groupe aux États-Unis avec le tube Killer Queen. John Reid, qui n'est pas devenu le manager de Queen après la sortie de leur premier album et 3 ans plus tard, quelques mois après la sortie de Sheer Earth Attack. Dans le film, Queen se produit pour la première fois dans l'émission Top of the Pops en interprétant Killer Queen, une prestation enregistrée respectivement le 24 octobre 1974. Or, le groupe était déjà passé dans l'émission le 21 février précédent en remplacement de David Bowie. En effet, ce dernier devait à cette occasion présenter son single Rebelle Rebelle, extrait de son 8e album Diamond Dogs, mais la bande n'ayant pas été livrée à temps, l'équipe de Top of the Pops fut contrainte d'annuler la prestation du chanteur. De ce fait, la production de l'émission s'était reportée sur Queen, groupe alors quasiment inconnu qui a interprété Seven Sea of Rye, extrait de Queen 2. Il y a tellement d'anecdotes, c'est incroyable. Freddie Mercury, de référence, je veux dire, même, c'est, voilà, je dis n'importe quoi, c'est pas des anecdotes, c'est pas des références, c'est plutôt des corrections, voilà.
des rectifications. Il y a tellement de choses à découvrir. Freddie Mercury n'a pas tendu la bague de fiançailles à Mary Austin en se mettant à genoux devant elle. Il lui avait offert en guise de cadeau de Noël un l'ayant empaqueté dans des boîtes de plus en plus petites au fil de déballage. Oui, le principe des poupées russes. La chanson Fat Bottomed Girl, interprétée pendant leur tournée américaine en 1975, n'a été composée puis enregistrée que 3 ans plus tard sur l'album Jazz de 1978. De plus, on peut apercevoir le logo du groupe affiché sur le côté du bus alors que celui-ci n'a été utilisé qu'à partir des années 90. Le personnage de Ray Foster, interprété par Mike Myers, est totalement fictif. Le véritable directeur d'EMI s'appelait Roy Featherstone. Il y a cependant une proximité entre Ray F et Roy F. Ce personnage est en fait une fusion des deux présidents des studios Trident, Norman et Barry Sheffield. Sheffield m'a fait penser à la Noue d'Enfer. Lors de la dispute entre les membres au sujet de la chanson I'm in Love with My Car, Freddie n'a dit qu'il n'y a qu'une seule drama queen dans le groupe. Cela n'est pas tout à fait exact car à l'époque les autres membres chantaient aussi des chansons comme Roger Taylor sur I'm in Love with My Car ou Brian May sur 39. D'ailleurs, la chanson en question au sujet de ces disputes apparaîtra bien sur le disque. Dans le film, le groupe rompt son contrat avec Trident sous le label d'EMI, qui a assuré la production à la suite du désaccord autour de la sortie du single Bohemian Rhapsody. En réalité, ce fut non seulement pour cette raison, mais aussi pour des désaccords d'ordre financier. En effet, le groupe avait acquis de très fortes dettes envers Trident pour le matériel utilisé lors des enregistrements. C'était dans ce contexte que le groupe avait engagé John Reid comme nouveau manager pour se désengager de Trident dans les meilleures conditions possibles. Dans le film, Queen donne un concert à Rio de Janeiro durant une tournée mondiale entre 1976 et 1978. Or, le groupe n'a pas joué là-bas avant le festival Rock in Rio en 1985. En regardant la retransmission du concert de Hyde Park du 18 septembre 1976 à la télévision, Freddie Mercury affirme à Mary Austin que c'est le concert le plus payant de tous les temps alors qu'en réalité il était gratuit. Par ailleurs, ce que Freddie ne révèle pas dans le film, c'est que ce spectacle fut brutalement interrompu par la police en raison du dépassement de créneaux horaires prévus. Dans le film, Freddie Mercury s'installe dans sa maison de Kensington en 80 alors qu'en réalité, il y avait emménagé en 76. De plus, lorsqu'il propose à Roger Taylor de dîner avec lui, celui-ci lui répond qu'il doit s'en aller retrouver sa femme et ses enfants. Je dois y aller, ma femme et les gosses, tout ça. Or, à ce moment-là, Taylor n'était père que d'un seul enfant, Félix Luther, né le 22 mai 80. Le batteur aura 4 autres enfants bien des années plus tard, naissant respectivement en 86 de son premier mariage avec Dominic Bayram, puis 91, 94 et 2000 de son second avec Debbie Lang. Freddie Mercury n'a pas rencontré Jim Hutton après une fête dans sa maison, mais dans un bar gay. Par ailleurs, Hutton n'a pas travaillé pour Mercury comme dans le film. Lorsque Brian May enregistre la chanson Will Will Rock You, l'action se déroule pendant une répétition en 80. Par la suite, Freddie Mercury interprète ce tube pour la première fois lors du concert au Madison Square Garden. Or, cette chanson avait été enregistrée 3 ans plus tôt sur l'album New of the World. À l'époque, Mercury n'avait pas encore les cheveux courts et ne portait pas la moustache. De plus, la chanson est une idée du guitariste après avoir découvert au concert de Stefford en 1977 que le public a chanté en chœur You Will Never Walk Alone, hymne des supporters, notamment du Liverpool Football Club, à la fin au lieu d'applaudir. Freddie Mercury n'a pas renvoyé John Reid de son propre chef en 80 après que ce dernier lui ait mis l'idée de se lancer dans une carrière solo. En réalité, Reid avait mis fin à sa collaboration avec le groupe en 1978, non seulement par manque de temps, mais aussi sous l'insistance d'Elton John, le compagnon de Reid à l'époque, alors ravagé par la jalousie. Toutefois, cette scène pourrait s'inspirer d'une altercation entre Bob Dylan et Phil Ochs. En effet, durant les fêtes de fin d'année 65, Dylan fit écouter sa chanson Can You Please Crawl On Out Your Windows à Ochs. Ce dernier affirma qu'elle ne ferait jamais un tube. Or, un peu plus tard, alors qu'une limousine les emmenait dans une boîte du centre de New York, Bob Dylan, fou de colère, demanda au chauffeur de s'arrêter et somma Phil Ochs de descendre de la voiture. La houleuse conférence de presse de 82 et le clip I Want to Break Free de 1984 accompagnent les sorties des albums non cités Hot Space et The Work respectivement. Dans le film, la décision
C'est incroyable, tous les références. Ah, si, on y arrive jusqu'au bout. Je suis ouf. Ah, j'ai perdu le truc. Dans le film, la décision de Freddie Mercury d'entamer une carrière solo provoque la discorde. Roger Taylor en est le plus affecté et dit même au chanteur: tu viens de tuer Queen. Or, plusieurs membres avaient déjà tenté une carrière solo bien avant cet événement. Freddie Mercury a sorti un premier single, I Can Hear Music, sous le pseudonyme de Larry Lurex en 1973. Étrange le pseudo. Roger Taylor a sorti un premier 45 tours, I Wanna Testify en 1978, puis 2 albums, Funny Space en 81 et Stranger Frontier en 84. Brian May de son côté a sorti un premier EP, Starfleet Project en 83, accompagné d'autres musiciens comme Eddie Van Halen. Par conséquent, la décision de Freddie Mercury n'a aucunement gêné les autres membres de Queen. Cependant, son album Mr. Bad Guy est le premier à ne pas sortir chez EMI, mais chez CBS et Columbia. Contrairement au film où Freddie Mercury est brouillé avec ses camarades, ces derniers ont bel et bien contribué sur plusieurs chansons de l'album, bien que la pochette indiquée Freddie Mercury remercie les autres membres de ne pas avoir pris part au projet, selon les dires de Brian May dans une entrée de son blog le 13 juillet 2000. Il arrivait que des membres du groupe participaient ensemble à des projets solos comme celui de Roger Taylor. Cette séquence est en fait inspirée de Mick Jagger des Rolling Stones. Ce dernier avait en effet lancé une carrière solo en 1984 après avoir signé un contrat juteux sans en avoir informé les autres. Après l'enregistrement de leur album Dirty Work, marqué par les tensions liées à leur carrière solo du chanteur, Mick Jagger décida de se retirer du groupe comme Freddie Mercury dans le film. Ce n'est qu'après l'échec de son second album Primitive Cool en 1987 que Jagger réintégra le groupe. Freddie Mercury a renvoyé son assistant Paul Prunter non pas parce que ce dernier lui avait caché l'existence du Live Aid, mais parce qu'il avait saccagé la maison de Mercury après une soirée arrosée. Dans le film, durant sa réconciliation, le groupe se met d'accord que toute chanson composée et interprétée sera créditée au nom de Queen, ce qui n'aura lieu qu'à partir de 1989 jusqu'à la mort du chanteur en 1991. Bien qu'il ait réellement ressenti de premiers signes à ce moment-là, Freddie Mercury n'a pas passé les tests de dépistage du sida en 1985 mais en 1987. De ce fait, il n'a pas annoncé sa maladie aux autres membres du groupe avant le Live Aid, puisqu'il ne leur révélera qu'en 1988 lors d'un dîner à Montreux, durant les sessions d'enregistrement de leur album The Miracle. Je sais pas comment on prononce. Toutefois, selon plusieurs témoignages, dont celui de l'animateur radio Simon Bates, qui avait interviewé Freddie Mercury en 1985, le chanteur souffrait d'une infection à la gorge et était déjà considéré comme très malade par les médecins. Principalement, tout ce qui mène au Live Aid à 1985 est romancé dans le film. En effet, le biopic évoque une séparation du départ de Freddie Mercury en Allemagne pour plusieurs mois, puis un revirement de sa part suivi d'une négociation pour donner ce concert au quasi-dernier moment avec un minimum de répétition. En réalité, bien que Queen n'a pas donné concert entre novembre 82 et septembre 84, le groupe a enregistré et sorti un disque en 84, The Works, comprenant les tubes Radio Gaga et I Want to Break Free, et ensuite tout tourné dans le monde entier, se produisant en public jusqu'à seulement 8 semaines avant le Live Aid. C'est durant ces 2 mois de pause que Freddie Mercury a enregistré son album Mr. Bad Guy. Après, il y a quelques petites informations, bibliographie, articles connexes, liens connexes. Je suis KO, je suis désolé, je suis mort. Je suis claqué. Allez, on est presque à la fin, courage. Bohemian Rhapsody, donc maintenant le DVD, donc je me remets un peu face à la caméra parce que je vous ai perdu de vue en étant tellement à fond dans les informations. Voilà, c'est un peu plus naturel pour moi d'avoir le retour caméra. Bon, même si les vrais pros streamers ils sont pas avec le retour caméra, moi j'aime bien. J'ai l'impression d'être avec vous quand je fais la vidéo, même si je suis pas en direct. Et du coup j'aime bien ce sentiment. Bref, pour la disponibilité DVD, donc nous on a acheté le DVD il y a un petit moment, je sais plus, 1 an, 2 ans, j'avais acheté le DVD.
C'était à un moment donné lorsqu'il y avait une promotion sur le site Cultura. Donc il y a des promotions de manière occasionnelle, que ce soit sur les sites de vente en ligne comme Cultura, Amazon, Fnac, ou même dans les supermarchés de type Carrefour, Leclerc ou autres. Les fameuses promotions 3 DVD pour je sais plus combien, ou 5 DVD pour je sais pas combien. Donc évidemment, plus on achète des DVD et moins c'est cher, et donc plus c'est intéressant, et du coup ça encourage à acheter plusieurs DVD d'un coup. Et forcément, lors d'une de ces promotions, là j'ai j'ai fait mon petit assortiment de DVD ce jour-là. Donc je sais plus quel DVD j'avais acheté ce jour-là, mais j'avais acheté Bohemian Rhapsody. Donc voilà, je l'avais commandé sur Cultura. Voilà pour la petite anecdote. Donc voilà, j'ai regardé le prix actuel. Je suis allé directement voir sur Amazon. Donc pour l'instant, le DVD semble toujours commercialisé. Expédié et vendu par Amazon, il est à 9,49€. C'est un prix assez correct. J'ai pas regardé sur les autres sites, mais je pense que le prix doit être relativement le même. Au niveau de la cote, pour l'instant, on doit être, en tout cas sur la partie DVD, aux alentours des 10,09€. Après, j'ai pas vérifié sur les autres supports Blu-ray, etc. Et on va conclure sur voilà les petits bonus. Donc dans la collection Azoo et la famille Azoo, donc il y a du Queen aussi. Il y a ce triple album là, non? The Greatest Hits 1, 2 et 3. Donc Normalement, maman, il doit avoir Mind Eleven aussi. mais il doit y en avoir d'autres aussi apparemment. Du coup, il y a des chansons originales de Queen, mais est-ce qu'il y a des reprises, tu me disais peut-être, je sais pas. Sur le Greatest 3, Ouais, il y en a une qui n'est pas chantée par lui. ouais, parce que là, je vois sur le Greatest Hits 3, donc il y a Queen plus Elton John, Queen plus David Bowie. Ouais, mais Hmm. c'est pas quand après sa mort, le truc qu'ils ont sorti après sa mort, ça. Bah, il y a des deux, parce que Barcelona, il y a Freddie Mercury plus Montserrat, Caballé. Par contre, Somebody to Love, il y a George Michael plus Queen, donc je sais pas. Oui, je crois que Hmm. le 3, il n'y a pas que du avec Freddie Mercury. Ouais, les Greatest 1 et 2 qu'il y a dedans, donc ça doit être avec Freddie Mercury principalement. Et le 3, donc c'est certainement avec des duos, avec enfin des participations avec d'autres chanteurs. Par contre, je constate qu'il y a quand même Princess of the Universe de Queen, qui est la musique du générique de Highlander, une de mes séries télé préférées, et que je regrette que l'on n'ait toujours pas de disponibilité DVD d'une intégrale. Ou sortez-nous au moins une collection Blu-ray, je sais pas moi, une intégrale DVD ou une intégrale Blu-ray quoi. En France, on n'a rien, on est punis. Voilà, les Français, on est punis, comme toujours. Donc je suis dégoûté. Parce que je suis grand fan de la série Highlander. Alors autant les films, ils sont trouvables, ils sont bien, mais la série, c'était quand même quelque chose, quoi. Et il y a également voilà, ce vinyle-là. Donc celui-là, c'est New of the World. Et si on regarde derrière, je ne tiens pas dans le bon sens. C'est dans ce sens-là qu'on lit. Il y a sur le premier côté We Will Rock You, We Are the Champion, Sheer Heart Attack, All Dead, Spread Your Wings, Fight from the Inside. Et derrière, sur le second disque, sur la partie 2, Get Down, Make Love, Sleeping off the Sidewalk, Who Need You, It's Late et My Melancholy Blues. Alors, c'est pas tout à fait ma génération, les vinyles, mais j'ai quand même connu. Parce que disons que moi, les CD de musique, c'était vraiment devenu populaire et contemporain vraiment quand j'étais adolescent, vers l'âge de 12-13 ans. Ouais, plutôt vers l'âge de 12 ans, je crois. Mais avant ça, évidemment, les vinyles étaient très présents. Et les premiers CD de musique que j'ai eu, c'était des vinyles. Bon, évidemment, c'était la famille qui l'avait acheté, mais je les écoutais. C'était pas des CD de musique, c'était des albums. Oui, les premiers disques, les premiers albums, pour moi, c'était des vinyles. C'était, de mémoire, c'était surtout des génériques de dessins animés, mais c'était quand même des albums musicaux. Donc, mais après, vraiment, quand j'étais adolescent, j'ai eu mon premier radio-cassette, donc il faisait double lecteur cassette et lecteur CD, et pour l'époque, c'était tout simplement incroyable, et du coup, j'avais pu m'acheter mon premier CD de musique. Alors bon, évidemment, c'était à l'époque où la dance venait d'éclater en France, et la dance était très populaire, donc on était sur un moment où le rap était en pente descendante, et la dance qui était en voie montante. Évidemment, après la
dance s'est explosé après complètement, a disparu. Et après, le rap a tout repris carrément. Mais c'était à un moment donné où la dance était au plus haut. Et donc évidemment, moi, mon premier CD de musique, c'était Dance Machine 6. Voilà pour la petite anecdote. Moi après j'ai acheté quand même du The Offspring, Bob Marley, etc. Donc j'ai quand même pas si mauvais goût que ça. Mais voilà, c'était pour les petites anecdotes tant que nous sommes dans la musique et également pour la petite conclusion. À moins que Zou ait d'autres anecdotes à raconter, non, c'est tout. Voilà, parce que sinon la vidéo. Ouais. Parce que voilà, Queen c'est plus l'univers de Zoo, donc moi j'ai découvert tardivement, j'avais évidemment des références, j'entendais du Queen par-ci par-là, des fois par l'intermédiaire de séries télé ou par des émissions musicales à la télévision ou par des choses comme ça à droite à gauche, mais voilà, je savais vaguement qu'était Queen, je connaissais des chansons de Queen, mais je savais même pas que les chansons étaient de Queen, donc je suis passé. Voilà, moi je suis de la génération de 83, donc moi je suis de 83 et je suis passé un peu à côté Queen, même si je savais d'une certaine façon qui était Queen et je connaissais des morceaux de musique de Queen, mais j'avais pas vraiment les références, j'étais pas dans cet univers contrairement à Zoo. Donc du coup je vais rattraper un peu le temps perdu parce qu'il y a beaucoup de choses à écouter et apprécier et je pense qu'on en reparlera certainement dans des vidéos de Parlons Musique. Allez, à très bientôt tout le monde. C'était Cacahuète Zoo. Il y avait Carla, Neige. Vous avez peut-être pas vu Carla, mais Neige est apparue vite fait tout à l'heure. Et Terence et Philippe et Butter c'est Tolkien. C'est compliqué parce que c'est des gerbilles, ils vivent dans leur terrarium. Allez, à très bientôt tout le monde. Bonne soirée. Salut, salut. Au revoir.